passons à un sujet de mobilité d'actualité, la voiture électrique. Quels sont les chiffres et les usages qu'on peut retenir aujourd'hui? Alors, si on essaie de regarder un petit peu qu'est-ce que ça représente comme vente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ils se vendent à peu près 7 millions de voitures par an. D'accord? 2 millions de voitures neuves, 5 millions de voitures d'occasion. Sur ces 2 millions de voitures neuves, les voitures électriques, c'est à peu près, c'était 10% l'an dernier, d'accord? Donc à peu près 200 000 voitures. Cette année, on augmente, on est à 15%. Et on devrait tendre d'ici 2030 vers une voiture sur deux, voire un petit peu plus, de voitures neuves. Qu'est-ce que ça représente comme parc? Comme vous le savez, il y a à peu près 30 millions de voitures en circulation en France, 40 millions si on rajoute les utilitaires. Aujourd'hui, c'est moins de 5% des voitures en circulation qui sont des voitures électriques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture toute électrique, il y a différents types de voitures électriques, elle n'est pas faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour tout le monde parce que cette voiture électrique, il faut pouvoir, la charger. Donc ça veut dire quoi? Il faut une place de stationnement, il faut une prise. Il faut pouvoir quand même partir en vacances. Donc, souvent, c'est une deuxième voiture. Aujourd'hui, par exemple, vous avez 80% des gens qui ont une voiture électrique qui ont une autre voiture. Une seconde voiture. Vous avez 90% des gens qui vivent en voiture individuelle. Parce que quand on habite en immeuble, on n'a pas forcément une place de stationnement. Et si jamais on en a une, pour l'équiper d'une prise, c'est pas encore très facile. Ça se fait plus facilement qu'avant, mais c'est pas encore très facile. Donc, il y a certaines contraintes qui font que cette voiture, elle n'est pas faite pour tout le monde. Il faut aussi, par exemple, rouler beaucoup. Au moins 40 km par jour, si on veut espérer récupérer le surcoût de la batterie. Donc, il y a un certain nombre de conditions à remplir qui fait que ce n'est pas non plus la voiture que tout le monde pourra s'acheter demain. Alors, quelle pertinence pour quel besoin? Il va falloir... c'est souvent, je vous dis que quand on pose souvent la question, est-ce que la voiture électrique est faite pour moi? Donc quand je fais des conférences sur ce sujet, je fais un petit jeu et je demande aux gens de lever la main. Et donc déjà, je demande quelles sont les personnes qui ont une place de stationnement. Peut-être la moitié de la salle qui lève la main. Quelles sont les personnes qui peuvent mettre une prise sur la place de stationnement? Là, ça commence à baisser. Quelles sont les personnes qui ont une deuxième voiture? Parce qu'il faut cette voiture pour partir en vacances. Et après, quelles sont les personnes qui roulent plus de 40 km par jour? Et généralement, il ne reste pas beaucoup de mains levées. Tout simplement parce que quand on prend la typologie des ménages en France, 50% des ménages ont une voiture. Donc déjà, ceux-là, ils sortent de la voiture toute électrique. Par contre, ça peut être pertinent pour ce qu'on appelle une voiture hybride rechargeable. Donc c'est une voiture en fait un peu couteau suisse finalement, puisqu'elle a une batterie électrique pour faire les trajets du quotidien, 50 km d'autonomie pour aller en ville. Et elle a aussi un moteur thermique pour faire la longue distance. Donc on retrouve un peu notre couteau suisse qui peut convenir pour ces gens-là. Et puis après, vous avez 30% des ménages qui ont deux voitures, 5% qui en ont 3 ou plus. Et eux, typiquement, d'avoir une voiture électrique sur les deux voitures, c'est tout à fait pertinent. Et Alain-Marc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Écoute, il faut regarder un petit peu en tendance longue, mais sinon ce que dit Nicolas est évidemment tout à fait pertinent. La voiture électrique, elle connaît ce développement qu'on voit aujourd'hui parce qu'on voit que c'est de plus en plus difficile d'avoir un véhicule thermique dans ce qu'on appelle les zones à faible émission, les grandes villes. Et d'ailleurs, la réglementation là-dessus se durcit assez rapidement. Et puis, il y a en horizon l'interdiction de vente des véhicules thermiques à échéance de 2035 en France, avec la grande question de savoir est-ce que le véhicule hybride rechargeable sera considéré comme un véhicule propre ou pas. Et pour que ce soit considéré comme un véhicule propre, en fait, il faut que ces véhicules hybrides rechargeables soient rechargés effectivement et soient utilisés comme le couteau suisse que décrit Nicolas. Oui, alors ce qu'il faut bien avoir en tête, parce que parfois ce n'est pas clair pour tout le monde, c'est que l'interdiction 2035, c'est l'interdiction de vente de voitures neuves. Donc une fois de plus, c'est 2 millions sur 7 millions. Ce n'est pas l'interdiction de circulation qui, elle, comme le disait Alain-Marc, va être beaucoup plus impactante parce que théoriquement, en 2024, vous n'avez plus de diesel à Paris. Théoriquement, en 2030, alors ce n'est pas à Paris, c'est dans la métropole du Grand Paris, donc c'est beaucoup plus large que ça. Et théoriquement, en 2030, il n'y a plus de voitures essence, diesel du tout dans la métropole du Grand Paris. Donc ça va être beaucoup plus impactant sur vos choix de mobilité. Typiquement, aujourd'hui, un artisan qui travaille dans Paris, il veut changer son fourgon, il n'a pas beaucoup de choix. Il va prendre un diesel,
qu'est-ce qu'il fait dans 2 ans? Qu'est-ce qu'il en fait? Alors, nous avons publié sur les réseaux sociaux MAF un sondage pour savoir qu'est-ce que retenaient les membres de nos communautés à passer aux véhicules électriques. Ces résultats s'affichent à l'écran. Quelles seraient vos réponses à ces freins? Alors, il y a le frein du prix, il est réel. Une voiture électrique sans aide, ça coûte plus cher que son équivalent thermique. Pour autant, on voit qu'il y a une offre quand même qui n'arrête pas de s'accroître, avec 200 véhicules, je crois, aujourd'hui, si on comptabilise à la fois les véhicules électriques et les hybrides rechargeables. Donc les constructeurs ont massivement investi dans ce domaine-là. On devrait voir les prix baisser à long terme. Et puis, bien sûr, il y a des aides données par le gouvernement qui baissent un petit peu ce prix. Néanmoins, c'est une réalité. Le véhicule électrique reste un véhicule plus cher en moyenne que son équivalent thermique. Et puis, le deuxième frein, c'est celui de l'autonomie. Comme l'a dit Nicolas, le véhicule électrique ou l'hybride rechargeable, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut pouvoir le recharger, et notamment sur les longues distances. Si on prend le cas des 50% de la population qui n'ont qu'un véhicule, partir en vacances à 500 ou 800 km, ça pose la question de l'autonomie. Et c'est pour ça que le gouvernement, dans ses projets, souhaite que se développe le réseau de bornes rechargeables. Et là-dessus, il y a eu une époque de très grandes ambitions. Aujourd'hui, l'ambition, elle est de 100 000 bornes à la fin de l'année 2021. On était à 20 000, je crois, de tête la fin de l'année dernière. On arrive à 40 000 à fin août. Donc ça se développe. Et c'est plutôt une bonne chose, mais ça va prendre un certain temps avant qu'il y ait suffisamment de bornes pour répondre à tous les besoins des automobilistes qui veulent faire des longs trajets en véhicule électrique. Voilà, si on analyse un peu les résultats des freins, effectivement, on voit que 8% de ces freins sont pour l'autonomie, 7% sur la facilité de charge, 10% sur le coût, 43% sur les trois. Et 33% sur la pollution de la fabrication de la batterie. Oui, pour revenir un peu sur ces freins-là, pour moi, le prix, ça n'en est pas un. Ça en est un pour s'acheter une voiture neuve, mais très peu de Français s'achètent une voiture neuve. C'est que des gens qui appartiennent aux 2 premiers déciles, qui ont 55 ans d'âge moyen, donc ça concerne peu de monde. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de couples de ménages modestes qui roulent déjà en voiture électrique. Pourquoi? Parce qu'ils remplissent toutes les cases. Ils habitent en milieu rural, périurbain, ils ont une place pour la garer, ça s'appelle un garage ou un jardin. Ils ont une prise de courant chez eux, comme la plupart des Français. Ils roulent beaucoup. Et donc, rien que cette voiture-là, quand ils la louent, une citadine électrique, c'est 80 € à la location, la voiture, l'entretien, la batterie, ça leur coûte moins cher que le plein de carburant. Donc aujourd'hui, sans aide, sans rien, les gens les plus modestes qui l'ont compris, ils roulent déjà en voiture électrique et ils gagnent, ils économisent de l'argent. Ça, c'est très important. Après, c'est intéressant ce sondage qui parle de la pollution de la fabrication des batteries, puisque effectivement, pendant très longtemps, la voiture électrique, c'était une voiture verte, zéro émission, fantastique, parce qu'il n'y a pas de pot d'échappement. Sauf que les gens ont compris qu'effectivement, le pot d'échappement, il était peut-être ailleurs. Il est là où on fabrique l'électricité. Alors en France, c'est des centrales plutôt nucléaires, donc ça n'émet pas de CO2, et ça n'émet pas de particules, ça n'émet pas d'oxyde d'azote. Mais dans d'autres pays, il peut y avoir un peu plus de charbon, un peu plus de gaz. La production d'électricité au charbon a augmenté cette année par rapport à l'an dernier en Allemagne, par exemple. Et puis il y a surtout la fabrication de cette voiture. Pourquoi? Parce que la fabrication de la batterie va consommer autant d'énergie et émettre autant de CO2 que la fabrication de la voiture elle-même. Donc il faut un petit peu faire attention pour cette voiture verte, de fabriquer sa batterie avec, entre guillemets, une électricité verte pour que la batterie soit plutôt verte que marron foncé, voire noir. Et malheureusement, à date, c'était le cas, puisque la majorité des batteries étaient fabriquées en Asie, en Chine, en Corée, et donc au charbon. Donc ça va être très important de pouvoir s'assurer qu'on limite les émissions de CO2 lors de la fabrication de la voiture. Comme ça, on maximisera l'impact de cette voiture-là. Parce que finalement, si on change notre petite voiture thermique par un gros tank électrique qui a été fabriqué au charbon, j'aime autant vous dire que le gain de CO2 il sera limité, voire négatif. Le problème en ville, c'est la pollution, ce sont les particules.
et ce sont les oxydes d'azote, sur lesquels, soit dit en passant, la France est hors la loi depuis 2010, ça fait 11 ans, donc on ne respecte pas les réglementations européennes, mais comme heureusement il n'y a pas trop de gendarmes, ça me permet de ne pas payer d'amende et de continuer à polluer gaiement. Le dioxyde d'azote, le problème, ce sont les voitures et les véhicules diesel. Donc si vous prenez une voiture essence, une voiture électrique, une voiture gaz naturel, vous allez résoudre ce problème. Donc effectivement, la solution, c'est bien de limiter la circulation de ces véhicules-là. Nous, à Paris, on en parle pour 2024, mais en Allemagne, 80% des voitures diesel sont déjà limitées à la circulation dans la plupart des grandes villes. Ils n'ont pas tous des clones de Anne Hidalgo, parce que Anne Hidalgo, en fait, elle est hors la loi sur le dioxyde d'azote depuis qu'elle est maire, et ça n'a pas changé. Donc, et puis, les particules, alors là, les particules, il y a un débat, puisque en fait, les particules, elles sont émises par quoi? Premièrement, le pot d'échappement des voitures. D'abord diesel, et là, on a mis un filtre à particules, et puis essence, depuis que c'est des moteurs à injection, elles font aussi des particules, donc on a mis un filtre à particules, et une fois qu'on a mis ce filtre, vous avez aussi des émissions qui sont liées au roulage de la voiture, donc qui sont l'abrasion des pneus, qui sont le freinage, et après la remise en suspension des particules qui sont tombées par terre. Et quand on prend la voiture électrique, en fait, alors il n'y a pas de pot d'échappement, mais de toute façon, sur une voiture à filtre à particules, on avait déjà beaucoup baissé les émissions. Et au niveau du freinage, là vous avez un freinage régénératif en ville grâce au moteur électrique, donc on va avoir tendance à moins freiner, donc moins de particules. Mais la voiture étant plus lourde, on aura plus d'abrasion des pneus et plus de remise en suspension. Donc ce n'est pas forcément évident. Et quand on a en tête que la pollution des particules en ville, c'est un quart du problème, c'est pas sûr qu'on va résoudre le problème. Alors que sur les oxydes d'azote, les véhicules diesel, c'est la très grande majorité, donc là on peut faire quelque chose. Alain Marc, tu veux rajouter quelque chose sur cette voiture électrique écologique? Nous on assure les voitures qu'elles soient électriques ou pas, et on les accompagne, on accompagne nos clients lorsqu'ils font le choix de la voiture électrique. C'est-à-dire que, bien sûr, un véhicule électrique comme un véhicule thermique est couvert, et y compris les spécificités du véhicule électrique. On va couvrir la batterie, et sachant que souvent, d'ailleurs, dans un accident, quand la batterie est touchée, même ne serait-ce qu'un peu, il faut la remplacer. Alors, ce qui a un coût pour l'assureur, mais on est là pour ça. Et on assure bien sûr aussi tout ce qui est lié au train, les moteurs et autres. Et puis bien sûr, il y a des choses qui sont couvertes dans le contrat Automaf à hauteur des garanties souscrites, comme tout bêtement le câble de rechargement, parce que ça peut se voler, ça peut être détruit dans un sinistre. Et puis, pour accompagner le mouvement quand même vers la voiture électrique, dans une optique où elle est, comme le dit très bien Nicolas, elle roule beaucoup, elle va émettre moins de gaz à effet de serre, et c'est plutôt bon pour la planète. Chez MAF, on a conçu quelque chose qui s'appelle le Pur Bonus, qui est une réduction de 100 € pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides. C'est valable la première année, mais ça permet de franchir le cap peut-être pour aller vers ce type de véhicule. Et le rôle d'un assureur dans cette transition, quel est-il? Le rôle de l'assureur, c'est toujours de prendre en compte toutes les situations dans lesquelles son client va se retrouver. Si le client choisit, parce que c'est ce qui lui correspond le mieux, de conserver un véhicule thermique, ça on sait faire depuis pas mal de temps. Si il souhaite aller vers un véhicule électrique, on va évidemment le couvrir, comme je te le disais juste avant, mais on va aussi pouvoir, grâce à des partenariats qu'on a, lui proposer de trouver un véhicule neuf, électrique, hybride rechargeable ou d'ailleurs thermique. Et d'ailleurs, on va aussi développer dans le futur, c'est pour bientôt, la vente de véhicules d'occasion entre particuliers, parce que les véhicules électriques et hybrides, ils ont une deuxième vie, et effectivement, les acheter d'occasion, sachant que la majorité des véhicules, comme le disait Nicolas, sont vendus d'occasion, c'est un moyen d'accéder à ce type de véhicule. Juste un petit complément à cette voiture électrique, on parlait de est-ce qu'elle est écologique. Il y a un autre enjeu aussi, c'est est-ce qu'elle est entre guillemets sociale. On a publié un rapport avec France Stratégie l'an dernier sur les politiques industrielles de la France, et en fait le secteur automobile, c'est celui qui est le plus délocalisé depuis 20 ans, et donc on allait fermer des usines en France qui fonctionnaient en partie avec l'électricité décarbonée. C'est un vrai enjeu aussi pour l'emploi. Est-ce que cette voiture, elle peut nous permettre de redonner de l'emploi? Quand on a un emploi direct industriel en France, c'est 4 emplois indirects. Donc vous créez 200 000 emplois sur l'industrie automobile, vous créez 1 million d'emplois. 200 000, c'est le nombre d'emplois qu'on a détruits depuis 20 ans.
Donc il y a un véritable enjeu, et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle. On a eu des annonces avant l'été par Renault qui annonçait relocaliser justement les plus petites voitures dans le nord de la France. Et ça va aussi dans le bon sens. Et la bonne nouvelle, c'est que comme la France a l'électricité la plus décarbonée du monde, et ben ça veut dire que ces voitures-là, a priori, ça va être du vert très foncé, quoi. Donc ça va permettre de maximiser son impact et donc d'avoir une voiture véritablement écologique. Donc, et l'avenir de cette voiture électrique, avant d'enchaîner sur la prochaine session de questions-réponses? L'avenir de cette voiture électrique, moi je pense que dès aujourd'hui, si vous voulez, elle est parfaitement adaptée au trajet du quotidien. Et plus généralement, la mobilité décarbonée vous permet de faire la mobilité du quotidien. Alors, quand on est en milieu rural, ça peut être une voiture électrique, petite, parce que comme ça elle va consommer un peu moins, remplie. On a parlé de covoiturage tout à l'heure. Et quand on est en ville, c'est tout sauf une voiture électrique. Donc vous avez scooter électrique, vélo électrique, le vélo ça marche aussi, bien évidemment. Trottinette bus électrique, trottinette électrique. Patin à roulette électrique, c'est en train de sortir. Il y a juste les chaussures, on peut se poser la pertinence de les électrifier. Moi j'ai mon fils parfois qui a une paire avec de la lumière, mais je pense qu'il ne faudra pas aller beaucoup plus loin que ça. Et en fait, au lieu de viser 100% de vente de voitures neuves en 2035 et espérer 100% de circulation en 2050, la neutralité carbone, moi je pense qu'on pourrait viser 80% de la mobilité décarbonée en 2030. Pourquoi 80% ? Parce que 80%, c'est la mobilité du quotidien. La longue distance, c'est 20%. Celle qu'on fait d'ailleurs plus en avion. Donc l'avion vert, c'est pas pour tout de suite. Mais de 80% en 2030, et ça c'est faisable très rapidement, ce serait beaucoup plus ambitieux. Et 80% décarboné, vous avez votre facteur 5 dès 2030. On n'est pas obligé d'attendre 2050. Mais malheureusement, on est encore en France, on a un petit biais. On a bien parlé de l'offre. On parle, est-ce que c'est du nucléaire, de l'éolien, du machin? Est-ce que c'est de la voiture électrique, de la voiture hydrogène? Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais non, il faut parler des usages. Quels usages on peut décarboner, électrifier et quelle offre on met en face de chaque usage. Merci pour tous ces éclairages sur la voiture électrique. Donc, nous avons plusieurs questions qui nous sont arrivées soit via le chat, soit sur Facebook. Alors, la première question Facebook, quel sera l'intérêt financier de la voiture électrique quand les fournisseurs d'énergie auront fait augmenter le prix de l'électricité ? Je ne sais pas si vous avez vu passer le prix de l'électricité qui augmente. Le prix de l'électricité… De gros. Voilà, de gros. Mais même au Royaume-Uni, ils ont eu des problèmes. Ils sont montés jusqu'à 2000 € mégawattheure, ce qui, j'ai fait le calcul, ça représente un plein d'essence à 800 €. Ah oui. Bon, on n'en est pas là. Oui, heureusement. Est-ce que le prix de l'électricité va augmenter ? C'est possible. Avec l'augmentation du prix du CO2, avec le développement des renouvelables, qui a un certain nombre de conséquences sur les moyens pilotables, etc., c'est possible que ça augmente. Aujourd'hui, si vous avez un plein d'essence à peu près 100 €, ça va revenir à peu près 20 à 30 € d'électricité, donc vous avez encore de la marge. Mais en fait, au-delà du prix, il y a aussi une contrainte de disponibilité. C'est-à-dire que si demain, comme cet hiver, on va peut-être avoir des contraintes d'approvisionnement de gaz naturel. On va découvrir le monde limité. C'est possible. On va avoir des rationnements. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont une cheminée à bois chez eux, mais qui n'hésitent pas à la ramoner, au cas où ça arrive, parce que ça leur permettra de se chauffer. Mais donc, on pourra avoir la même chose sur le pétrole à horizon 2030. Et dans ce cas-là, c'est plus une question de prix, en fait. C'est une question qu'il y a ou il n'y a pas. Et l'électricité, a priori, il y aura encore. Je ne sais pas ce qui sera fait sur le nucléaire, etc. On a la chance. Alors, on a une contrainte en France, on dépend beaucoup d'une seule et même énergie. Et c'était notamment un problème quand on a vendu et sous-traité la maintenance à Donald Trump, puisqu'on a vendu Alstom à General Electric. Il y a deux bonnes nouvelles. Déjà, c'est plus Donald Trump qui est au pouvoir. Et deux, on va racheter cette branche nucléaire. Donc, on va récupérer une partie de notre souveraineté. Mais non, on pourra avoir des contraintes sur les disponibilités de pétrole. Et c'est, entre guillemets, aussi ça qui, je le rappelle, a créé la crise sociale la plus grave des 20 dernières années. C'était une hausse du prix du pétrole. Alors, une seconde question sur cette thématique du véhicule électrique. Quand pourra-t-on rouler avec des véhicules hydrogène à prix compétitif ?
Ça, c'est une question qui n'a pas de réponse immédiate, à mon avis. Il y a quand même une réponse. Si vous descendez dans la rue et que vous habitez à Paris, vous allez pouvoir prendre un taxi à hydrogène à un prix compétitif. Donc ça répond un peu à la question. Il y a des voitures à hydrogène. Il y en a une trentaine ou une cinquantaine, et donc là, vous pourrez rouler dans une voiture à hydrogène. Par contre, a priori, il se peut que ce ne soit jamais la vôtre. Parce que l'hydrogène a des applications, mais a priori pas pour les voitures. Pour une simple et bonne raison. Par rapport à la voiture électrique, c'est que la plupart des gens ont une prise d'électricité chez eux. Donc ça permet finalement de couvrir cet usage de mobilité du quotidien, 80%. Mais peu de gens ont une prise à hydrogène chez eux. Donc déjà, il y a un problème d'infrastructure de charge, non seulement pour la longue distance, la même que sur la voiture électrique, mais en plus pour la courte distance. Et quand on regarde le prix d'une station hydrogène, c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros, un pistolet. D'accord ? Un pistolet d'essence, c'est 10 000 euros, et un gros pistolet électrique, c'est peut-être 100 000 euros. Donc il y a un facteur 10, et bon, en gros, moi j'ai fait un petit calcul que je vais vous passer, mais il faudrait juste mettre, pour équiper une infrastructure d'hydrogène, c'est 10 milliards d'euros. Alors 10 milliards d'euros, vous allez me dire, oui, mais par rapport à ce qu'on a dépensé dans le Covid, par exemple, c'est rien. C'est rien, mais quand ça ne sort pas de votre poche, mais des poches du privé, c'est beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui soient disposés à investir cet argent-là. Alors une nouvelle question, c'est vrai, on parle beaucoup des véhicules électriques, des voitures électriques, mais on parle beaucoup moins des motos électriques. Et là, la question qui nous est posée, c'est pourquoi les motos électriques ne se développent pas au même rythme que l'auto? Alors on est sur pas mal de motos chez MAF, on a 10% du marché à peu près, et c'est vrai que des motos électriques, on en voit assez peu à assurer. Je crois qu'ils s'en vendent 10 000 par an. Déjà, je pense qu'il y a une question d'offre. Il y a des motos hybrides qui sont en cours de conception. Il y a des scooters électriques, et ça, on en voit beaucoup. L'hypothèse qu'on fait, mais c'est pas démontré scientifiquement, c'est que en fait, la moto, quand elle fait pas un bruit de moto, c'est moins intéressant qu'une vraie moto, quoi. Donc, une moto électrique, à moins de mettre une sonorisation dessus, ça fera pas le bruit d'une vraie Harley Davidson ou autre. Alors, c'est pas vrai quand on. Enfin, il y a des scooters électriques, vous en avez parlé, ça se développe beaucoup en Asie, par exemple, en Chine. Moi, personnellement, j'ai un ami qui travaille à Cuba. Donc, en 2011, je suis allé voir à Cuba. Et donc, Cuba, c'est quand même un pays où, sur l'autoroute, vous avez des voitures, des calèches, des vélos, peut-être des vaches. Okay. Et en arrivant à Varadero, il n'y avait que des scooters électriques. Que ça. Et je me suis dit, je suis à Cuba, un pays qui a quand même beaucoup souffert. On aurait pu classer dans le pays du tiers-monde. Et ils sont tous en scooter électrique. Et nous, à Paris, pas un seul. Qu'est-ce que j'ai manqué ? Là où se développent les scooters électriques, c'est assez simple. C'est que les scooters thermiques sont interdits. On devrait passer tous ces scooters à l'électricité. Alors, la seule contrainte, c'est comme on n'a pas d'infrastructure de recharge, il faut que, comme sur votre vélo, vous puissiez prendre la batterie et la charger chez vous. Parce que moi, j'avais essayé un scooter électrique dans la rue. Comment vous faites pour le charger, à part lancer le fil par la fenêtre, quoi. Il n'y a pas d'infrastructure. Et c'est pour ça que finalement, le vélo électrique, ça paraît une très très bonne alternative pour la plupart des gens qui se baladent en scooter thermique. Et je rappelle qu'en vitesse moyenne, en ville, ce qui va le plus vite, c'est un vélo électrique. Après le vélo, après le scooter, parce que vous vous faufilez beaucoup mieux et donc vous arrivez avant. Alors j'ai une nouvelle question pour toi, Nicolas. Pourquoi dites-vous que remplacer une citadine thermique par un tank électrique n'est pas bénéfique pour le climat en France, alors que d'après l'utilisateur, qu'une citadine émet 200 CO2 par kilomètre contre 550 CO2 par kilomètre pour une voiture électrique plus importante, soit 4 fois moins? Alors tout dépend de où vous avez fabriqué votre tank électrique. Et la France n'étant pas encore un fabricant de tanks électriques, on a fait des tanks, mais pas des tanks électriques. Si votre tank électrique et sa batterie sont fabriqués en Chine, vous pouvez arriver à 20 tonnes de CO2 pour la fabrication. Une voiture, une petite voiture citadine, sur la durée de vie, ça va être entre 30 et 40 tonnes. Donc 20 tonnes de CO2 sur la fabrication, il va falloir rouler quelques kilomètres pour les récupérer. Alors oui, en France, avec l'électricité décarbonée, on va pouvoir réussir à les récupérer. Mais en Allemagne, ça va être compliqué. Donc c'est tout ça l'enjeu. Si finalement votre citadine électrique, elle vous a coûté 5 tonnes à fabriquer, l'autre 4 fois plus, 20 tonnes,
Vous comprenez qu'il y a un petit peu ça va prendre un petit peu de temps. Et puis le problème de la citadine, c'est qu'elle ne roule pas beaucoup. En fait, je vous l'ai dit, la voiture électrique, pour qu'elle se récupère, il faut qu'elle roule beaucoup. Donc si vous faites 10 000 km par an, ça va prendre, l'ordre de grandeur, c'était 50 000 km. Voilà. Ça peut prendre 4, 5 ans pour récupérer votre CO2. Donc c'est pour ça qu'on avait on a publié une note avec France Stratégie il y a 2 ans, où là, on proposait d'encourager ces petites voitures, qu'elles soient thermiques ou pas d'ailleurs, en mettant un bonus, et de décourager les plus grosses voitures, sachant que l'enjeu aujourd'hui, on a un marché avec les SUV qui se sont beaucoup développés, multipliés par 8, voire 10 depuis 20 ans. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui achètent ça en voiture neuve, et derrière, ça fait le marché d'occasion. Et les gens qui vont acheter le marché d'occasion, ils n'ont pas forcément les moyens. Ils vont avoir des factures de carburant plus élevées, etc. Donc, la petite voiture fait partie quand même des solutions. On n'y est pas encore. On est un contributeur, nous, à la France, à ces marchés des grosses voitures, mais c'est quelque chose qu'on doit viser à terme.